Quand les premiers conquistadors espagnols se sont approchés de la grande capitale de la vallée de Mexico, ils sont restés immobiles devant une vision qu'ils n'avaient jamais imaginée. Face à eux s'étendait une ville immense construite sur l'eau, un ensemble de canaux, de temples et de palais qui surpassaient tout ce qu'ils connaissaient. Bernal Díaz del Castillo décrivit la scène avec stupéfaction. Une ville brillante qui semblait émerger du lac, entourée de ponts et de tours, où les Aztèques rendaient culte à leurs dieux. Les pyramides du Templo Mayor dominèrent le paysage et les marchés regorgeaient de produits, de parfums et de sons qui témoignaient d'une civilisation raffinée. Cette première impression des Espagnols fut le point de rencontre entre deux mondes, un qui arrivait de l'autre côté de la mer et un autre qui avait grandi pendant des siècles au cœur de l'Amérique centrale. Comment était réellement la vie dans l'empire qui crut soutenir le ciel de ses propres mains? Les origines du soleil, des chemins du nord à la fondation de Tenochtitlan. Les Aztèques, connus également sous le nom de Mexicas, avaient fondé Tenochtitlan vers 1325. Issus de groupes migrants du Nord, ils réussirent à bâtir en à peine plus de 2 siècles l'une des sociétés les plus organisées et complexes du continent. Leur empire s'étendait sur la vallée et contrôlait des régions éloignées par le biais d'alliances, de tribus et de campagnes militaires. Bien que la réputation des sacrifices humains ait marqué la vision européenne, leur culture englobait une structure sociale avancée, un système agricole hautement productif et une vie intellectuelle riche en poésie, astronomie et art. Les pyramides, les codex et les œuvres en pierre reflétaient une cosmovision dans laquelle l'équilibre entre les dieux et les hommes définissait chaque acte quotidien. Pour les comprendre, il est nécessaire de les situer dans le contexte plus large de la Mésoamérique, une région qui regroupait des peuples avec des racines culturelles partagées. Des Olmèques aux Zapotèques et aux Mayas, il existait un modèle commun de vie urbaine, d'agriculture intensive, d'écriture pictographique et de religion astronomique. Les Aztèques héritèrent et adaptèrent ce legs, l'intégrant à leur propre identité politique et culturelle. La connaissance que l'on a d'eux aujourd'hui provient de sources très diverses. Les chroniqueurs espagnols enregistrèrent des témoignages des Nahuas eux-mêmes, tandis que les codex indigènes, créés avant et après la conquête, préservèrent des informations sur les généalogies, les rituels et les conquêtes. Ces manuscrits, remplis d'images et de glyphes, n'avaient pas pour but de raconter des histoires à la manière européenne, mais de servir de guide visuel pour se souvenir des faits. C'étaient des cartes de mémoire, où les couleurs et les symboles représentaient des lieux, des personnes et des dates. Parmi les exemples les plus précieux se trouve le Codex Mendoza, qui détaillait les tribus de chaque province et les coutumes sociales, ou les Annales de Cuautitlan, qui recueillaient les migrations depuis Aztlán et les fondations de villes. L'étude moderne des Aztèques s'appuie également sur l'archéologie qui a permis de reconstruire leur développement depuis les premiers établissements jusqu'à la splendeur impériale. Des fouilles à Tlatelolco, Cholula et Teotihuacan révèlent la continuité culturelle qui unissait les peuples du centre du Mexique. À travers les restes de céramique, d'habitations et de temples, les chercheurs ont identifié comment l'organisation politique et religieuse s'est consolidée au fil des siècles. L'histoire de l'art aztèque apporte une autre dimension. Les sculptures, les masques et les reliefs exprimaient leur vision du cosmos et la relation entre la vie et la mort. Tout cela montre une société où l'esthétique et la dévotion étaient entrelacées. Avec le temps, les recherches ont combiné des sources écrites et matérielles pour offrir une image plus équilibrée. L'ethnohistoire, la lecture comparée des textes coloniaux avec la preuve archéologique, a permis de corriger les distorsions créées par les chroniqueurs. Grâce à cette approche, les Aztèques cessèrent d'être perçus comme un empire violent et exotique, et commencèrent à être compris comme le résultat de siècles d'évolution culturelle au sein de la Mésoamérique. Des études récentes ont révélé que leur structure politique, loin d'être un domaine centralisé absolu, fonctionnait au moyen de réseaux d'alliances entre cités-États, unis par des tribus et des mariages stratégiques. Le deuxième grand bloc de leur histoire commence avec la formation de la civilisation aztèque proprement dite. Au siècle XIIIe, plusieurs groupes migratoires du Nord arrivèrent dans la vallée à la recherche de nouvelles terres. Ils provenaient de régions arides et se désignaient eux-mêmes comme Mexica, descendants mythiques d'Aztlán. Pendant des années, ils vécurent comme mercenaires, servant d'autres peuples jusqu'à trouver un endroit où s'établir. Selon la tradition, un signe divin leur indiqua l'endroit, un aigle perché sur un nopal dévorant un serpent.
Là, ils élevèrent Tenochtitlan, la ville qui deviendrait le cœur de leur empire. Pour comprendre leur croissance, les archéologues ont tracé une ligne de temps qui part des premiers chasseurs du Pléistocène et arrive jusqu'à l'apogée urbaine du post-classique. Entre ces extrêmes se développèrent des cultures fondamentales, les Olmèques, considérés comme les précurseurs de la civilisation mésoaméricaine, les Teotihuacanos, qui construisirent la grande cité des dieux, et les Toltèques, dont le prestige symbolique influencerait les Aztèques. Chacune a laissé des contributions en architecture, religion et organisation sociale. La domestication du maïs, du haricot et de la courge marqua le début de la vie sédentaire, tandis que l'échange entre régions engendra des réseaux commerciaux qui soutiendraient plus tard les empires du centre du Mexique. Durant la période formative, entre 1500 et 500 avant Jésus-Christ, les villages grandirent jusqu'à devenir des centres cérémoniels. Calcatzingo, Cuicuilco et d'autres villes de la vallée montrent les premières pyramides et places. Ensuite, Teotihuacan atteignit une dimension sans précédent, contrôlant routes et ressources jusqu'à son effondrement vers le siècle VIIe. Les Toltèques héritèrent de son legs et transmirent leur renommée de sages et de guerriers. Les Aztèques, en arrivant dans la vallée, adoptèrent plusieurs de leurs mythes et les intégrèrent à leur identité. Ainsi surgit l'idée de continuité. Les Mexicains ne se voyaient pas comme les fondateurs de quelque chose de nouveau, mais comme les restaurateurs de l'ordre ancien qui était tombé avec les Toltèques. Les migrations depuis le nord constituèrent la base de leur identité. Les récits nahuas racontent que leur peuple partit d'Aztlán, guidé par des prêtres et des symboles sacrés. Chaque arrêt du voyage représentait une épreuve. Avec le temps, ces récits se mélangèrent à des souvenirs historiques de déplacements réels. Ce qui est certain, c'est que les Mexicains, une fois établis dans la vallée, durent s'adapter à un environnement dominé par des villes puissantes comme Azcapotzalco et Culhuacán. Au début, ils furent vassaux et soldats, mais peu à peu, ils consolidèrent leur pouvoir interne par le biais d'alliances matrimoniales et de conquêtes locales. Leur capacité militaire et leur discipline sociale leur permirent d'avancer jusqu'à devenir une force décisive dans la région. L'union de lignages Toltèques et Chichimèques renforça l'idée de légitimité. Les Toltèques apportèrent l'héritage culturel et les Chichimèques la force guerrière. De cette fusion émergea l'idéal mexicain, un peuple civilisé qui maintenait l'énergie de ses ancêtres nomades. Au commencement du siècle XVe, Tenochtitlan s'allia avec Texcoco et Tlacopan pour former la Triple Alliance. Cette coalition étendit son contrôle sur de vastes zones de la Mésoamérique, imposant des tribus et établissant des réseaux commerciaux. Chaque ville conservait une certaine autonomie, mais reconnaissait le leadership du Huaytlatoani de Tenochtitlan. L'organisation politique et l'idéologie impériale étaient étroitement unies, et le succès militaire renforçait l'autorité religieuse du gouvernant. En quelques générations, les Mexicains passèrent d'être un groupe marginalisé à dominer l'un des empires les plus étendus de l'hémisphère occidental. L'expansion s'accompagna d'une propagande qui exaltait la mission divine du peuple choisi par Huitzilopochtli. Les victoires étaient enregistrées dans des codex, les tribus affluaient vers la capitale et les temples se multipliaient. Tenochtitlan se transforma en une métropole monumentale avec des avenues, des digues, des aqueducs et des marchés qui auraient étonné Hernán Cortés lui-même. Au centre du lac, les Aztèques avaient réalisé ce qu'aucune autre civilisation américaine: unir le pouvoir politique, la richesse économique et la force religieuse sous une même autorité. Le legs de ce processus perdura au-delà de la conquête. Bien que les temples aient été détruits et les codex brûlés, la mémoire nawa resta vivante chez leurs descendants. Les histoires d'Aztlán, des dieux solaires et du destin des hommes continuèrent d'être racontées en langue nahuatl pendant des générations. L'archéologie moderne a rendu une partie de cette grandeur, révélant que sous les rues de Mexico reposent les fondations d'une civilisation qui ne disparut jamais tout à fait. L'histoire de les Aztèques est, en fin de compte, celle d'un peuple qui transforma son environnement, ses mythes et son destin pour construire un empire qui fascine encore le monde aujourd'hui. Les années de croissance, agriculture, travail et la formation de la vallée Mexica. Le territoire qu'ont habité les Aztèques était formé d'une mosaïque de vallées, de lacs et de montagnes, où chaque espace remplissait une fonction au sein du système économique et social. Les villages, les champs cultivés et les ateliers artisanaux formaient un réseau de vie interdépendante qui alimentait la grande capitale.
Dans cette structure, le paysage n'était pas un simple décor, mais le fondement qui soutenait leur civilisation. Des zones lacustres aux collines les plus sèches, le contrôle de la terre définissait la prospérité de chaque communauté. La croissance démographique fut constante et la demande d'aliments a stimulé des innovations agricoles qui transformèrent la vallée de Mexico en l'un des environnements les plus productifs de l'Amérique préhispanique. Calculer combien d'habitants composait le monde aztèque a été une tâche difficile. Les estimations archéologiques et ethno-historiques suggèrent qu'à l'arrivée des Espagnols, l'Empire dépassait plusieurs millions de personnes distribuées dans des villes, des villages et des champs. Dans la vallée de Mexico, Tenochtitlan et Tlatelolco concentraient une population urbaine impressionnante, tandis que dans les régions rurales vivaient des familles dédiées à la culture et à l'échange local. La densité variait selon la fertilité du sol et la disponibilité de l'eau. Les zones lacustres concentraient les établissements les plus peuplés, tandis que sur les marges montagneuses, la vie était plus dispersée et dépendait de techniques de culture adaptées au terrain. La base de l'alimentation était le maïs, considéré comme le centre spirituel et matériel de l'existence. À ses côtés se trouvaient le haricot, la courge, le piment et l'amarante, qui complétaient le régime quotidien. Les Aztèques combinèrent ces produits avec une grande variété d'herbes, de fruits et de petits animaux. Le poisson, les insectes comestibles et les oiseaux des lacs faisaient également partie de leur alimentation. Sur les marchés, on pouvait trouver des tortillas fraîchement préparées, des tamales farcis, des ragoûts au piment et des boissons fermentées comme le pulque. L'équilibre entre protéines végétales et animales leur permettait de maintenir un régime nutritif et durable, adapté à un milieu qui offrait des ressources diverses à chaque saison. Le système agricole qui soutenait cette alimentation fut l'une des plus grandes prouesses techniques du monde précolombien. Dans les zones de lacs se développèrent les chinampas, îles artificielles construites avec des couches de boue, de roseaux et de végétation. Ces potagers flottants s'organisaient en quadrillages délimités par des canaux qui facilitaient l'irrigation et le transport. Grâce aux chinampas, les agriculteurs pouvaient obtenir plusieurs récoltes par an, ce qui garantissait l'approvisionnement continu de la capitale. Sur les versants, on appliquait des terrasses de culture pour éviter l'érosion et profiter de l'humidité. Sur les terres sèches, les paysans élevaient des digues et des rigoles pour stocker l'eau. Tout le paysage devint un système de production planifié qui combinait connaissances empiriques et organisation communautaire. Le travail agricole suivait un calendrier rituel qui marquait les moments de semences, de récolte et de repos. Les familles se distribuaient les tâches selon l'âge et le genre. Les hommes préparèrent la terre avec le bâton à fouir et les femmes transformaient les aliments, moulant le maïs sur le métate pour le convertir en pâte. La coopération entre les foyers était essentielle et les corvées collectives assuraient qu'aucun terrain ne restât improductif. Les tribus exigées par l'Empire étaient payées avec une partie de la récolte, c'est pourquoi l'efficacité agricole avait une importance politique. Dans chaque peuple existaient des autorités locales qui surveillaient la production et organisaient la répartition des ressources. Les villages ruraux s'étendaient sur toute la vallée, connectés par des chemins et des canaux qui acheminaient les produits vers les marchés urbains. La majorité des maisons étaient construites en adobe, en bois et avec des toits de palmes ou de roseaux. Au centre s'élevaient des temples mineurs et des bâtiments communaux où se célébraient des cérémonies locales. La vie à la campagne était régulée par le cycle agricole et par une structure sociale basée sur la parenté. Chaque communauté maintenait un sens d'identité propre, mais reconnaissait l'autorité de l'Empire, qui exigeait des tribus et recrutait de la main-d'œuvre pour des travaux publics. Les fêtes religieuses unissaient les habitants en des célébrations qui combinaient offrandes aux dieux agricoles avec des danses et des banquets. Le paysage aztèque n'était pas uniforme. Les zones lacustres montraient un équilibre entre eau et terre, tandis que les montagnes offraient des ressources minérales et du bois. Dans les vallées, on cultivait des céréales et des fleurs, et dans les régions plus arides, on élevait des animaux, et on produisait des matériaux de construction. Chaque écosystème apportait quelque chose de distinct, et le commerce interne permettait que tous les biens circulent dans l'Empire. Les chemins pavés et les chaussées sur l'eau facilitaient le transport de produits agricoles, de céramique et de textiles. Ainsi, le territoire fonctionnait comme un réseau vivant, où chaque région remplissait un rôle au sein de l'ensemble. Au-delà des cultures, l'économie se soutenait aussi par la production artisanale.
Les artisans étaient des spécialistes reconnus qui travaillaient dans des ateliers familiaux ou dans des centres plus grands. Leur travail ne satisfaisait pas seulement des nécessités pratiques, mais avait une profonde valeur symbolique. Parmi les manufactures les plus communes se trouvaient les vases, les outils, les ornements et les tissus. Les artisans employaient des matériaux comme l'argile, la pierre, l'obsidienne, le cuivre, le coton et les plumes. Certains objets se destinaient à l'usage domestique, tandis que d'autres servaient à l'échange commercial ou aux cérémonies religieuses. La qualité du travail dépendait de l'habileté et du statut du producteur, et de nombreux ateliers étaient liés à des familles qui héritaient de leurs connaissances sur des générations. Les produits utilitaires formaient la base de la consommation quotidienne. Les potiers fabriquaient des marmites, des commales, des cruches et des assiettes qui étaient utilisées dans les maisons et sur les marchés. Les outils agricoles, les couteaux d'obsidienne et les pointes de flèche sortaient des ateliers des artisans du métal et de la pierre. Les tisserands produisaient des vêtements et des couvertures avec du coton ou des fibres de maguey, qui étaient ensuite teints avec des pigments naturels. Chaque article avait une valeur déterminée au sein du système de troc, et sa distribution contribuait à l'équilibre économique de l'Empire. Bien que les objets fussent simples en apparence, ils montraient une compréhension profonde des matières premières et des nécessités pratiques de la population. À un niveau supérieur se trouvaient les artisanats de luxe, réservés à la noblesse et aux offrandes religieuses. Orfèvres et lapidaires travaillaient l'or, la turquoise et l'obsidienne pour créer des bijoux, des masques et des emblèmes de pouvoir. Les plumassiers élaboraient des coiffes avec des plumes de quetzal, d'ara et d'autres oiseaux tropicaux qui arrivaient de terres lointaines. Les artisans d'élite étaient organisés sous la supervision directe des gouvernants et du temple principal, puisque beaucoup de leurs produits étaient utilisés dans des cérémonies ou comme cadeaux diplomatiques. Ces ateliers représentaient l'union entre l'art et la religion, où chaque pièce devait remplir une fonction symbolique au sein de l'ordre cosmique. La maîtrise technique des artisans aztèques impressionna les chroniqueurs européens qui soulignèrent la précision et la beauté de leurs œuvres. Parmi les centres artisanaux les plus importants se trouvait Otumba, une ville de l'altiplano central, connue pour sa production de céramique et d'objets de pierre. On y a découvert des ateliers spécialisés qui approvisionnaient tant le marché local que la capitale. La localisation stratégique d'Otumba, proche de routes commerciales et de zones de culture, l'a convertie en un point clé du système économique. Les fouilles révèlent des fours, des outils et des déchets de production qui permettent de comprendre l'échelle du travail. Les artisans d'Otumba maintenaient des liens avec des communautés rurales et avec des marchands qui distribuaient les produits à d'autres régions de l'Empire. Leur activité démontre le niveau d'intégration économique atteint par les Aztèques, où l'agriculture, le commerce et l'artisanat formaient un engrenage coordonné. Le paysage humain du monde aztèque combinait la vie rurale et l'urbaine dans une relation équilibrée. Les villages produisaient les aliments et les matériaux qui approvisionnaient les villes, tandis que les centres urbains concentraient le pouvoir politique et religieux. La structure de l'Empire dépendait de cette connexion constante entre la campagne et la ville. Chaque communauté savait quel était son rôle au sein de l'ensemble, et le tribut devenait le moyen qui les unissait toutes sous l'autorité de Tenochtitlan. Des Chinampas jusqu'aux ateliers d'Otumba, le travail quotidien de millions de personnes donna forme à une société qui trouvait dans la terre, l'eau et le métier sa raison d'exister. À travers eux, les Aztèques réussirent à maintenir un équilibre qui transforma leur environnement en la base d'une des civilisations les plus sophistiquées du continent. Le monde aztèque, commerce, argent et société. Quand les premiers Européens sont entrés au marché de Tlatelolco, ils furent surpris par la magnitude du lieu. Face à eux s'étendait une immense place où des dizaines de milliers de personnes commercèrent chaque jour. C'était un centre d'échange ordonné, avec des rues dédiées à différents produits, une pour les oiseaux, une autre pour les poissons, une autre pour les métaux ou les pierres précieuses. Il y avait des juges qui résolvaient les disputes, des inspecteurs qui surveillaient les mesures et des temples où les dieux du marché recevaient des offrandes. Dans cet espace, la vie économique de l'Empire trouvait son rythme. Les mots des conquistadors ont clairement indiqué qu'il n'existait en Europe rien de comparable. Chaque cité aztèque, de la plus petite jusqu'à la capitale impériale, avait son propre marché. Certains fonctionnaient quotidiennement, d'autres tous les 5 jours, conformément au calendrier Nahua.
Les villages qui le reste de la semaine semblaient silencieux prenaient vie le jour du tianguis, quand les agriculteurs, artisans et commerçants arrivaient pour vendre leurs produits. Les marchandises incluaient toutes sortes d'aliments, d'ustensiles, d'outils et de textiles. Dans les marchés plus grands, on pouvait se procurer aussi des bijoux, des plumes exotiques, des parfums, des objets d'or, des armes et des esclaves. La variété et l'organisation étaient si complexes que le système d'échange n'avait pas besoin de supervision directe de l'État. Contrairement aux Incas, les Aztèques n'ont pas centralisé leur économie. Les marchés s'autorégulaient au moyen de coutumes et d'autorités locales. Celui de Tlatelolco fut le marché le plus grand de toute l'Amérique précolombienne. Depuis les canaux et les chaussées arrivaient des canoës chargés de maïs, de fruits, de fleurs, de céramiques et de tissus. On estime que plus de 60 000 personnes s'y rendèrent chaque jour. Là se réunissaient des producteurs, des commerçants professionnels et des consommateurs ordinaires. Les marchands les plus expérimentés, appelés pochteca, jouaient un rôle crucial. Ils contrôlaient le commerce à longue distance, servaient comme juges du marché et agissaient parfois comme espions de l'empereur en terres étrangères. Les règles étaient précises, chaque type de produit avait sa zone et personne ne pouvait vendre en dehors de celle-ci. Les transactions se réalisaient par nombre et mesure et les inspecteurs détruisaient les ustensiles faux. C'était un système avancé de contrôle de la qualité en plein siècle XV. Le marché de Tlatelolco faisait partie d'un réseau intégré qui couvrait toute la vallée de Mexico. Il y avait des hiérarchies. Au sommet était la place de Tlatelolco. Un deuxième niveau était occupé par des villes comme Texcoco ou Xochimilco. Le troisième incluait des chefs-lieux comme Otumba et Coyoacán, et finalement étaient les marchés de peuples mineurs. Les grands ouvraient quotidiennement, les moyens tous les 5 jours et les petits avec une fréquence moindre. Les commerçants parcouraient plusieurs d'entre eux en circuit, offrant leurs produits à différentes communautés. Ainsi, le système permettait d'approvisionner toute la région sans que personne ne reste en dehors du flux de biens. Le commerce à longue distance était aux mains des pochteca, commerçants professionnels qui jouissaient d'un statut spécial. Ils n'étaient pas nobles, mais leur position était plus élevée que celle des paysans. Ils voyageaient pendant des mois en dehors de l'Empire, transportant et ramenant des biens de grande valeur. Jade, turquoise, plumes tropicales, or, tissus fins et esclaves. Dans leurs expéditions, ils traversaient des territoires ennemis et agissaient comme émissaires de l'empereur, observant ressources, routes et armées. Ils s'organisaient en confréries héréditaires, avec leurs propres lois et tribunaux internes, présents dans les principales villes de la vallée. À leur retour, ils entraient de nuit dans la capitale pour cacher la richesse qu'ils apportaient, car l'afficher ouvertement était interdit. En plus des pochteca, existaient les tlanequilos, commerçants régionaux qui opéraient dans des zones plus petites. Leur travail était d'amener au marché des aliments et des articles d'usage quotidien, maïs, haricots, piments, cacao, poissons, sel, sandales ou ustensiles de bois. Certains se spécialisaient dans un seul produit. Grâce à cette division des fonctions, les marchés disposaient de tout type de biens, des plus simples jusqu'aux plus luxueux. L'argent aztèque consistait principalement en grains de cacao et en couverture de coton appelée cuachtli. Les grains servaient pour des achats petits. Un tamal ou un piment pouvaient valoir un cacao, un poisson 3 et un lapin 30. Les couvertures, de leur côté, s'utilisaient pour des transactions plus grandes et avaient différentes valeurs selon leur taille et leur qualité, équivalentes à des dizaines ou des centaines de grains. Circulaient également d'autres objets avec une valeur limitée, comme des cloches de bronze, des coquillages marins ou des plumes dorées. Les fraudes étaient fréquentes. Certains commerçants remplissaient les grains vides avec de la terre ou de la sciure. C'est pourquoi existaient des punitions pour les contrefacteurs. L'importance du cacao était telle qu'il devint une unité de compte dans toute la Mésoamérique. Les excavations archéologiques ont permis de suivre les routes commerciales de l'Empire. Un des matériaux les plus diffusés était l'obsidienne, un verre volcanique qui s'utilisait pour fabriquer des couteaux et des pointes de lance. Les analyses chimiques ont démontré que la variété verte de Pachuca, appréciée pour sa qualité, s'exportait vers presque toutes les régions, même vers des territoires ennemis comme celui des Tarasques. Se transportaient également des céramiques, des métaux, des pierres précieuses et du sel. Les études sur les vases peints de type aztèque. 3 noirs sur orange révèlent qu'ils étaient produits dans plusieurs zones de la vallée et se distribuaient par toute la région, ce qui montre un système décentralisé et hautement connecté. L'échange ne se limitait pas aux biens de luxe.
Le sel, les textiles et les aliments circulaient de la même manière. Les vases utilisés pour faire bouillir de l'eau salée se transformaient en conteneurs de transport, et leurs fragments se trouvent dans presque tous les sites excavés du centre du Mexique. Le commerce articulait des régions entières. Les paysans produisaient, les artisans transformaient, les marchands transportaient, et les marchés unissaient tous dans un même réseau économique. Dans l'ensemble, l'économie aztèque fut l'une des plus complexes du continent. La croissance démographique a stimulé la demande de produits et services, ce qui a encouragé la spécialisation du travail. Les tribus alimentaient l'État, mais la circulation commerciale maintenait vivante la base matérielle de l'Empire. Il y avait des impôts, des trocs et des paiements en nature, mais la majorité de l'échange était libre. C'était une économie dynamique, avec des composantes de marché et une intense activité artisanale, bien que sans atteindre une structure capitaliste. N'existait pas de salaire ni d'achat-vente de terre, et la mobilité sociale était limitée par la division entre nobles et communs. La société aztèque s'organisait en deux grandes classes, les pipiltines, ou nobles, et les maquehualtines, ou communs. Les premiers gouvernaient, administraient et possédaient les terres. Les seconds travaillaient sur elles et payaient des tributs. Cependant, la vie quotidienne montrait des nuances. Les paysans avaient une certaine autonomie sur leurs parcelles et pouvaient commercer dans les marchés, tandis que les artisans et marchands, bien que sans titre nobilier, accumulaient richesse et prestige. Certains guerriers remarquables recevaient des privilèges proches de la noblesse, mais la frontière sociale était rarement franchie. Le foyer était le noyau de l'organisation sociale. Les familles vivaient dans des maisons en adobe ou en pierre, avec une seule pièce et un patio où se réalisait la majorité des activités. Les enfants apprenaient dès petits les travaux de leurs parents. Les garçons aidaient dans les champs ou à la pêche, les filles au tissage et à la cuisine. À partir des 10 ans, ils assistaient à des écoles où ils se formaient pour la vie adulte. Les jeunes communs se rendaient au Telpochcali, où ils recevaient une instruction militaire et communautaire. Les fils de nobles étudiaient au Calmecac, qui préparait des prêtres, des guerriers et des dirigeants. Le mariage marquait le pas définitif vers l'âge adulte. Les unions se concertaient entre familles, et la cérémonie incluait des conseils des anciens et des banquets. Après l'union, les rôles étaient bien définis. L'homme s'occupait du travail extérieur et la femme du domaine domestique. Elle tissait, cuisinait, nettoyait et réalisait des rites quotidiens de purification, comme le balayage du foyer à l'aube. Les produits textiles féminins servaient comme tribut ou monnaie d'échange, ce qui donnait aux femmes un rôle économique essentiel. Les nobles vivaient dans des palais avec des patios amples et des murs décorés, d'où ils dirigeaient les affaires du gouvernement local. Ils contrôlèrent les terres, supervisaient l'encaissement des tributs et maintenaient des serviteurs et des esclaves. Les paysans, en revanche, travaillaient des parcelles assignées par le Calpulli, l'unité communautaire qui regroupait familles et terres sous un même seigneur. Dans les villes, les artisans s'organisaient par métier et les marchands maintenaient leur propre hiérarchie. Dans les niveaux les plus bas étaient les esclaves, qui ne naissaient pas dans cette condition, mais y arrivaient par dette ou punition. Ils pouvaient se marier et posséder des biens, et beaucoup travaillaient dans des tâches domestiques ou artisanales. Leur rôle économique était réduit, mais leur existence reflétait la rigidité du système. Même avec ces divisions, la société aztèque fonctionnait comme un ensemble interconnecté. Le marché fournissait des aliments et des matières premières, les artisans transformèrent ces ressources en biens, les marchands les distribuaient, et les familles soutenaient le cycle avec leur travail quotidien. Dans cet entrelacement, chaque personne connaissait sa place et contribuait à maintenir l'équilibre général. Ainsi vivaient les Aztèques, dans une civilisation où le commerce, la famille et la hiérarchie sociale s'entremêlaient pour soutenir le pouvoir d'un empire qui domina le cœur de la Mésoamérique jusqu'à l'arrivée des conquistadors. Rois, guerres et l'expansion de l'empire. Le gouvernant aztèque était l'axe de tout le système politique. Non seulement il dirigeait la guerre, mais il supervisait aussi la justice, les tribus, les marchés et les rites religieux. Dans les codex et les témoignages coloniaux, il apparaît comme un chef qui devait maintenir l'ordre, protéger son peuple et assurer la prospérité de la cité. Le titre de Tlatoani, celui qui parle, symbolisait son rôle comme voix du dieu Tezcatlipoca, source divine du pouvoir. Autour de lui gravitait une cour de nobles, de juges, de prêtres et d'administrateurs qui maintenaient en fonctionnement la structure de l'État.
Sans compter que l'Empire ne naquit pas comme un bloc unifié, il surgit d'un réseau de cités autonomes qui, avec le temps, furent intégrées sous la domination de Tenochtitlan. Les Aztèques utilisaient le mot Altepetl pour se référer à leurs cités-États. Chacune était une communauté avec son propre territoire, ses temples, son gouvernement et ses marchés. Dans la vallée de Mexico, il en existait environ 50, et l'Empire en contrôlait environ 400 de plus dans des régions éloignées. Chaque Altepetl avait un palais, un temple principal et une place de marché, symbole de son autonomie et de son pouvoir local. Ces cités étaient multiethniques, cohabitaient des Nahuas, des Otomis, des Mixtecs et d'autres peuples, unis sous l'autorité du Tlatoani. Bien que l'Empire imposât des tribus, les habitants continuaient de s'identifier d'abord à leur cité avant de s'identifier au pouvoir impérial. Le palais du gouvernant était le cœur politique de l'Altepetl. Là résidait le roi et étaient administrées les affaires publiques. Les temples dédiés aux dieux tutélaires représentaient la connexion sacrée entre le pouvoir et la religion. Les marchés étaient le point d'union économique où se réunissaient paysans, artisans et commerçants. Ces trois espaces, palais, temples et marchés, définissaient la vie quotidienne et la hiérarchie de chaque cité. Les responsabilités du Tlatoani étaient amples. Il devait garantir la justice, organiser les campagnes militaires, diriger les rituels et maintenir la propreté et l'ordre. La grandeur d'un roi se mesurait tant par sa richesse que par sa capacité à protéger son peuple. La charge de Tlatoani n'était pas automatiquement héréditaire. Les nobles de haut rang, réunis en conseil, choisissaient le successeur parmi les parents du gouvernant antérieur. Le processus incluait des cérémonies religieuses et des pénitences, car le nouveau roi devait démontrer dignité et courage. L'élu se présentait devant le dieu Huitzilopochtli, offrait des sacrifices et réalisait une brève campagne militaire pour obtenir des prisonniers qui seraient sacrifiés lors de son couronnement. Les fêtes d'installation réunissaient les seigneurs de toute la vallée, avec des défilés, de la musique, des danses et des offrandes. L'objectif était de réaffirmer l'union entre le nouveau gouvernant et les dieux, légitimant son autorité devant les peuples alliés et soumis. Le roi était propriétaire de la terre et des tribus que généraient ses sujets. Il s'habillait avec luxe, mangeait les meilleurs aliments et vivait entouré de serviteurs et de conseillers. Les juges administraient la justice de l'aube jusqu'au crépuscule et les cas importants passaient au tribunal royal. Malgré cette concentration de pouvoir, le système politique n'était pas complètement despotique. Les conseils de nobles et les juges limitaient les décisions arbitraires et les impôts suivaient des normes fixes enregistrées dans des codex. Au lieu de simples tribus de guerre, les Aztèques avaient un système régulier d'impôts sur les terres, le travail et le commerce. C'était un gouvernement avec des traits de coopération entre classes, où les communs obtenaient aussi protection et bénéfices. Les recherches modernes décrivent les Aztèques comme une civilisation avec un modèle de gouvernement plus participatif qu'autoritaire. Chaque cité maintenait sa propre organisation et contribuait à l'empire avec des ressources et des soldats. Les tribus étaient enregistrées soigneusement et étaient collectées 4 fois par an. Le paiement le plus commun était en produits agricoles, textiles, plumes ou métaux. Les fonctionnaires chargés de la perception s'appelaient Kalpixques, et leur tâche consistait à réunir les biens et à les envoyer à la capitale. Ce système assurait que le pouvoir impérial se soutienne au moyen de l'économie locale, sans détruire les structures traditionnelles de chaque Altepetl. Le territoire aztèque était un réseau d'alliances entre cités. Les études ethno-historiques et archéologiques ont permis de reconstruire les limites de ces entités, montrant que souvent les peuples se mélangeaient et qu'il n'existait pas de frontières claires. La loyauté ne dépendait pas tant de l'espace physique que du lien personnel avec le gouvernant. Un paysan pouvait vivre près d'une autre cité, mais continuer d'être sujet de son Tlatoani original. Ce modèle d'organisation politique basé sur la loyauté et le tribut personnel explique comment l'Empire réussit à maintenir le contrôle sans besoin d'une bureaucratie centralisée. Les relations entre les Altepetl étaient changeantes. En temps de paix, ils maintenaient le commerce, les alliances matrimoniales et les célébrations conjointes. En temps de tension, ils s'affrontaient pour la domination et les tribus. Les guerres étaient une partie habituelle de la politique. Les rois s'envoyaient des émissaires avant d'attaquer, offrant la possibilité d'une reddition pacifique. Si l'ennemi s'y refusait, la guerre était déclarée et les soldats marchaient avec tambours et étendards.
L'objectif n'était pas toujours de détruire, mais de soumettre l'adversaire pour qu'il reconnaisse la supériorité du vainqueur et paye des impôts. Le conquis maintenait son propre gouvernant, ce qui facilitait le contrôle indirect du territoire. La guerre, cependant, avait une profonde signification religieuse. Les combats servaient aussi à obtenir des prisonniers destinés au sacrifice. Des petits, les jeunes étaient entraînés dans des écoles militaires où ils apprenaient la discipline, les tactiques et l'usage des armes. La réputation d'un guerrier dépendait du nombre d'ennemis capturés. Les plus réussis atteignaient des rangs de prestige, aigles, jaguars ou ordres spéciaux qui symbolisaient courage et noblesse. Les batailles suivaient des protocoles rituels, mais étaient violentes et décisives. Les armes principales étaient des lances, des arcs et l'épée de bois avec des tranchants d'obsidienne, capables de couper même un cheval d'un coup, selon les chroniqueurs espagnols. En 1428 fut formée la triple alliance entre Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan, le noyau qui donnerait naissance à l'Empire. Son but était d'en finir avec Azcapotzalco, le pouvoir dominant de la vallée. Après la victoire, les alliés se répartirent les tribus, 2/5 pour Tenochtitlan, 2 pour Texcoco et 1 pour Tlacopan. Dès lors, le pouvoir mexicain commença à s'étendre au-delà de la vallée. Les rois de Tenochtitlan poussèrent des réformes pour contrôler directement la perception des impôts et remplacer les gouvernants locaux rebelles par des alliés fidèles. Ce système permit de maintenir la stabilité politique et de garantir un flux constant de richesses vers la capitale. L'Empire aztèque ne fut pas une domination territoriale directe, mais un réseau hégémonique soutenu par la force militaire et la diplomatie. Les rois préféraient maintenir les gouvernants locaux sur leur trône, exigeant des tributs réguliers en échange d'autonomie. Cette forme de contrôle était plus efficace que d'administrer les provinces avec des fonctionnaires propres. Les tribus incluaient des textiles, des aliments, de l'or, des plumes, du jade et des objets de luxe. Les registres du Codex Mendoza montrent la diversité des biens qui arrivaient à Tenochtitlan. Des dizaines de milliers de couvertures, des plumes exotiques, des tenues de guerriers, des bijoux et des aliments. Chaque province devait livrer des produits spécifiques, dont beaucoup n'étaient pas disponibles dans sa région, ce qui stimulait le commerce interne. Le système impérial combinait deux stratégies. La première, économique, consistait à organiser des provinces tributaires avec des cités principales chargées de réunir les paiements. La deuxième, militaire, s'appliquait dans les zones frontalières, où étaient créés des États alliés chargés de protéger les frontières. Ces États clients ne payèrent pas d'impôts réguliers, mais envoyaient des cadeaux et des troupes. Dans des régions conflictuelles, comme la frontière avec les Tarasques ou avec Tlaxcala, ils servaient de barrière entre l'Empire et ses ennemis. Les forteresses d'Ostuma et Cuauhtémoc sont des exemples de cette politique. À Ostuma, l'empereur Ahuitzotl établit une garnison permanente et repeupla la zone avec des familles nahuas de la vallée. Les murailles et les restes archéologiques montrent son rôle défensif face aux Tarasques. À Cuauhtémoc, près du golfe du Mexique, les Aztèques construisirent des temples au style mexicain et maintinrent une présence militaire durant les conquêtes de Moctezuma I. Plus à l'ouest, à Malinalco, Ahuitzotl fit tailler des temples directement dans la roche, parmi eux le temple du guerrier Aigle, où se célébraient des cérémonies dédiées à l'élite militaire. Ces œuvres ne servaient pas seulement à des fins religieuses, mais étaient des manifestations visibles du pouvoir impérial. Chaque construction, chaque forteresse et chaque cérémonie renforçait l'image de l'empereur comme seigneur du monde connu. La domination aztèque atteignit son extension maximale dans le règne de Moctezuma II. Le flux de tribus vers la capitale fut énorme. Des milliers de textiles, d'or, de plumes et d'aliments arrivaient par les canaux jusqu'au cœur de Tenochtitlan. Cette richesse permit d'embellir la cité et de soutenir la vie des nobles et des prêtres. Cependant, le pouvoir n'était pas absolu. Quelques régions, comme Tlaxcala ou l'Empire tarasque, ne furent jamais conquises. Les Mexicains tentèrent de le justifier en affirmant que ces guerres étaient seulement des pratiques rituelles appelées guerres fleuries, mais les registres montrent qu'elles furent de véritables conflits sans succès militaire. Malgré ses limites, la Triple Alliance transforma le centre de Mexico en un système économique et politique sans précédent. Les alliances matrimoniales, les tribus et les cérémonies impériales maintenaient la cohésion d'un ensemble divers de peuples. Tenochtitlan se convertit en la métropole la plus puissante de la Mésoamérique, symbole d'une civilisation qui unit religion, guerre et commerce en une même structure.
L'Empire aztèque n'imposa pas seulement son autorité par la force, mais construisit aussi une identité partagée, soutenue par l'idée que les Mexicas étaient les élus des dieux pour gouverner sur tous les autres. Cette croyance, renforcée par la splendeur de sa capitale et le poids de son organisation, maintint uni un empire qui, bien que vaste, dépendit toujours de la loyauté et du tribut de ses cités-États. La ville du lac vit et splendeur. Les cités aztèques surgirent comme des noyaux d'organisation politique, religieuse et économique. Chacune reflétait l'équilibre entre le sacré et le quotidien, entre la vie communale et le pouvoir de l'État. De toutes, Tenochtitlan fut la plus imposante, mais non la seule. L'Empire était formé de dizaines de cités-États, chacune avec son propre temple, palais et marché. Ces villes furent conçues selon une tradition urbanistique mésoaméricaine ancienne, où l'ordre cosmique s'exprimait dans la disposition des espaces. En leur centre existait toujours une place entourée par les structures principales, et autour s'étendaient des quartiers, des vergers et des canaux. Contrairement à ce que l'on a longtemps cru, les cités aztèques n'étaient pas de simples petites répliques de Tenochtitlan. Les fouilles modernes démontrèrent que beaucoup étaient modestes en taille et en apparence, bien qu'elles remplissent les mêmes fonctions. Otumba, Huexotla, Xaltocan ou Yotepec montraient des maisons séparées par des vergers, des patios et des jardins, ce qui donnait aux cités un aspect rural. Cependant, leur caractère urbain se définissait par la présence de temples, de marchés et d'édifices administratifs qui servaient à toute la région. La population dépendait du centre urbain pour rendre des tributs, participer à des cérémonies ou commercer. Un exemple typique était Amecameca, situé à l'extrémité sud de la vallée de Mexico. Sa place centrale réunissait les habitants des alentours pour les échanges et les rituels. Les murs de pierre marquaient les limites entre les champs et les habitations. Chaque lot avait un petit verger, des enclos et des aires de travail. Les maisons se regroupaient en quartiers ou calpolis, où les familles partageaient métiers et responsabilités. Le cœur de la cité était formé par le temple principal, le palais du gouvernant et le marché. Les trois édifices dominaient une place où se réalisaient des jeux, des processions et des assemblées. Le marché local offrait des aliments, des céramiques et des outils, tandis que les commerçants amenaient des produits d'autres régions. Amecameca et d'autres centres similaires démontraient que le pouvoir politique ne se limitait pas aux grandes capitales, mais qu'il existait un réseau de cités interconnectées qui maintenait l'équilibre de l'Empire. La planification urbaine suivait des principes hérités de civilisations antérieures. Depuis les temps de Tula, les cités se construisaient autour d'une zone sacrée rectangulaire qui concentrait les fonctions religieuses et civiles. Le temple pyramide occupait le côté oriental, associé au lever du soleil, tandis qu'à l'ouest s'élevait le palais du gouvernant. Sur les côtés se trouvaient des écoles, des hôtels, des terrains de jeux de bal et des petits sanctuaires. Tout était orienté selon les points cardinaux et aligné avec les mouvements du soleil. Ainsi, la cité se convertissait en un reflet physique de l'univers aztèque. En dehors du centre cérémoniel, les constructions se distribuaient sans un patron fixe. Il n'y avait pas de rue formelle, ni d'avenue droite. Les habitations se mélangeaient avec des ateliers, des temples mineurs et des jardins. Les nobles vivaient dans des zones amples, avec des maisons de pierre et des toits plats, tandis que les paysans occupaient des espaces plus petits faits d'adobe et de roseaux. Malgré ces différences, les cités maintenaient une structure sociale intégrée, où les quartiers partageaient fêtes, métiers et temples locaux. La population moyenne d'une capitale régionale tournait autour de 5000 habitants, bien que seulement quelques-unes, comme Texcoco ou Azcapotzalco, dépassaient les 20 000. Dans les provinces, les archéologues ont trouvé des restes de cités qui permettent de comprendre la vie urbaine au-delà de la capitale impériale. Coatetelco, par exemple, fut une ville moyenne de la période tardive. Ces fouilles révélèrent une place avec un jeu de bal, une petite pyramide et plusieurs plateformes avec des offrandes. Parmi les découvertes se trouvaient des céramiques, du jade, de l'obsidienne et des objets en cuivre. Ces pièces montrent la connexion entre les rituels et la vie quotidienne. Au centre du site furent trouvés des encensoirs avec de longs manches, utilisés dans des cérémonies domestiques. Bien que son architecture fût modeste, Coatetelco démontre comment même les cités mineures possédaient des temples et des places destinés à renforcer l'identité locale. Un autre exemple est Calixtlahuaca, situé dans la vallée de Toluca. Son trait le plus notable est une pyramide circulaire dédiée à Ehecatl, le dieu du vent.
Face à l'escalier furent découverts des autels taillés avec des symboles de sang et de sacrifice, à côté d'une sculpture de taille humaine avec un masque de vent. Fut aussi trouvé un grand palais de plus de 3000 mètres carrés, avec des patios et des enceintes décorées. Cependant, la cité ne suivait pas le patron typique de place centrale. Le temple et le palais étaient séparés par des collines, ce qui indique une organisation plus libre. Les tombes avec des bijoux, de l'or et de la céramique fine suggèrent la présence d'une élite locale puissante. Yautepec, dans la vallée de Morelos, offre une autre perspective. Ce fut une capitale régionale avec palais, quartiers spécialisés et un commerce actif. Les fouilles permirent de tracer la taille originale de la cité et de trouver des maisons, des ateliers et des dépotoirs domestiques. Les habitations urbaines étaient similaires aux rurales, petites, avec des patios ouverts et des vergers internes. La densité de population était basse, ce qui indique l'existence d'amples espaces verts au sein de la ville. Dans beaucoup de maisons furent retrouvés des restes d'outils, de figurines, de papier d'écorce et de tissus, signe que la production artisanale s'intégrait à la vie quotidienne. Les objets importés, comme la céramique étrangère et les métaux de l'Occident, prouvent la connexion commerciale de Yautepec avec d'autres régions. La différence entre ville et campagne n'était pas si marquée que dans les sociétés modernes. Les villes aztèques conservaient un aspect agricole, ample lot, jardins et terrains cultivés à l'intérieur du périmètre urbain. En même temps, dans les zones rurales existaient des éléments urbains, comme des temples, des marchés et des résidences de nobles. Les paysans n'étaient pas des serfs isolés, mais des producteurs intégrés au commerce. Ce mélange entre le rural et l'urbain fit que les cités fonctionnèrent comme des centres flexibles, capables de s'adapter à l'environnement sans perdre leur rôle administratif. Tenochtitlan, en revanche, fut une exception. Fondée en 1325 sur une île du lac de Texcoco, elle grandit jusqu'à abriter plus de 200 000 personnes. Son organisation répondait à un double objectif, politique et sacré. Dans ses premières années, elle suivait le modèle commun de place centrale, mais en se convertissant en capitale impériale, les Mexicains redessinèrent toute la cité. Inspirés par Teotihuacan et Tula, ils imposèrent un tracé en quadrillage, avec des canaux et des avenues droites qui divisaient la ville en 4 grands secteurs. Au centre fut construite une enceinte fortifiée d'1 demi-kilomètre de côté, réservée aux temples et aux écoles sacerdotales. Là s'élevait le Templo Mayor, avec 2 escaliers qui conduisaient aux sanctuaires jumeaux de Huitzilopochtli et Tlaloc. Les édifices du centre étaient alignés avec les points cardinaux et avec le parcours du soleil. L'Est représentait la naissance, l'Ouest la mort, et les avenues reproduisaient cet ordre symbolique. Le quadrillage urbain non seulement facilitait le transit par les canaux et les chaussées, mais démontrait aussi l'autorité de l'État. La planification complète d'une cité d'une telle magnitude était une déclaration de pouvoir. Dans ses alentours, les chaussées connectaient l'île avec la terre ferme, et les aqueducs amenaient l'eau douce depuis Chapultepec. Les zones résidentielles se distribuaient en quartiers où cohabitaient nobles, artisans et commerçants. Les maisons communes étaient petites, tandis que les palais des gouvernants et les temples s'élevaient avec de la pierre taillée et des peintures murales. La cité entière était achetée de jardins, de patios et de vergers flottants. Les chinampas, champs de culture construits sur l'eau, produisaient des récoltes permanentes de maïs, de haricots et de fleurs. Dans les canaux circulaient des milliers de canoës qui transportaient des aliments, des matériaux et des personnes. À côté de Tenochtitlan se trouvait Tlatelolco, originellement une cité indépendante qui se convertit en son complément commercial. Son marché fut le plus grand du continent, et son enceinte cérémonielle incluait des temples, des autels et des plateformes décorées de crânes. Après avoir été conquise en 1473, elle fusionna avec la capitale, formant une métropole unifiée qui étonna les chroniqueurs. Ceux qui arrivaient des provinces étaient submergés par sa taille. Depuis les chaussées, on voyait le reflet des temples dans l'eau et le mouvement constant des bateaux. Les visiteurs traversaient des quartiers de métallurgistes, de commerçants et de prêtres, jusqu'à arriver à l'enceinte sacrée, où l'odeur de l'encens se mélangeait avec celle du sang des sacrifices. Les palais royaux entouraient la muraille intérieure, et chaque roi construisait le sien pour laisser preuve de son règne. La magnificence de ces édifices, les sculptures copiées de Teotihuacan et les pyramides jumelles donnaient à la cité une apparence unique dans le monde mésoaméricain. Pour les Aztèques, Tenochtitlan n'était pas seulement une capitale, mais la représentation physique de leur destin.
Chaque avenue et chaque temple rappelait l'union entre le ciel et la terre, entre les hommes et les dieux. Son tracé symbolisait l'ordre cosmique et l'autorité de l'Empire. La cité se convertit en le cœur de la Mésoamérique, où le pouvoir politique, la religion et la vie quotidienne se fondirent en une seule image, celle du peuple mexicain dominant le monde depuis une île convertie en le joyau le plus grand du Nouveau Monde. Le cœur du ciel, Dieu, mythe et le monde spirituel aztèque. Pour les Aztèques, le monde était un scénario où les dieux se sacrifiaient pour les hommes, et les hommes, à leur tour, devaient offrir leur sang pour maintenir le cosmos en mouvement. Dans les récits que racontèrent les sages du Temple, il était dit que les dieux se jetèrent au feu pour allumer le soleil, ou qu'ils versèrent leur propre sang pour créer l'humanité. Ce pacte mutuel entre le divin et l'humain devint la base de toute leur religion. Le sang était la substance qui unissait les deux mondes. Les croyances mexicas étaient le résultat de siècles d'héritage mésoaméricain. Les anciens cultes au soleil, à la pluie et à la fertilité s'étaient entrelacés avec les nouvelles déités que les migrants d'Aztlán apportèrent avec eux. À Teotihuacan et Tula existaient déjà des cérémonies de sacrifice, mais les Aztèques les convertirent en l'axe de leur foi. Lorsque leur pouvoir grandit après les guerres Tepaneca, les rois et les prêtres mexicains réorganisèrent la religion pour la lier directement à l'État et à l'Empire. Les mythes anciens furent réinterprétés pour justifier la domination de Tenochtitlan et la nécessité d'alimenter les dieux avec des cœurs humains. Selon la tradition, l'univers avait traversé 5 ères ou soleils. Dans chacune régnait un dieu distinct et existait une humanité différente. Le premier soleil, gouverné par Tezcatlipoca, fut peuplé par des géants qui périrent dévorés par des jaguars. Le deuxième, présidé par Quetzalcoatl, se termina par des ouragans qui transformèrent les hommes en singes. Dans le troisième, sous la domination de Tlaloc, la pluie de feu détruisit la terre et les humains se convertirent en chiens et en oiseaux. Le quatrième soleil, régi par Xalchiutlicu, se conclut par un déluge qui transforma les personnes en poissons. Le cinquième soleil, l'actuel, appartient à Tonatiuh, dieu du soleil, et sa destinée finale sera un cataclysme de tremblement de terre qui dévorera toute l'humanité. Chaque cycle se terminait après 52 ans, le temps nécessaire pour que coïncident les calendriers solaires et rituels. Lorsque cette date approchait, le peuple craignait que le monde ne se termine. C'est pourquoi il réalisait la cérémonie du feu nouveau. En celle-ci, toutes les flammes de l'Empire étaient éteintes, et des prêtres allumaient un nouveau brasier sur la poitrine d'un prisonnier sacrifié. Si le feu prenait, cela signifiait que le soleil renaissait et que le cycle continuait. La dernière de ces cérémonies fut célébrée en 1507 sur le mont de l'Étoile. Le mythe de Quetzalcoatl raconte qu'au début du 5e soleil, la terre était couverte par la mer. Les dieux trouvèrent l'énorme créature Tlaltecuhtli, moitié femme et moitié reptile, qui flottait affamée entre les eaux. Quetzalcoatl et Tezcatlipoca se transformèrent en serpents et la coupèrent en deux. De son corps supérieur naquit la terre et de sa partie inférieure le ciel. De ses blessures jaillirent les rivières, les montagnes et les plantes. Après, Quetzalcoatl descendit dans l'inframonde, le Mictlán, pour chercher les os des anciens hommes. Là, il affronta les pièges du Seigneur des Morts, Mictlantecuhtli, et revint avec les os brisés. Il les moudit avec la déesse Cihuacoatl, les mélangea avec son propre sang et ainsi donna vie aux premiers êtres humains du Nouveau Monde. Un autre récit racontait que les dieux se réunirent à Teotihuacan quand régnait encore l'obscurité. Ils débattirent qui devait porter le poids de devenir le soleil. Texistecatl, un dieu riche et orgueilleux, hésita 4 fois avant de se lancer au feu. En revanche, Nanahuatzin, un dieu pauvre et malade, courut sans douter et se jeta dans les flammes. De son sacrifice surgit le soleil. Texistecatl, honteux, se lança après et se transforma en la lune. Mais le nouveau soleil restait immobile dans le ciel. Seulement lorsque les autres dieux offrirent leur propre sang, il commença à bouger, marquant l'origine du sacrifice humain. De même que les dieux donnèrent leur vie pour allumer le soleil, les hommes devaient offrir la leur pour le maintenir en vie. L'histoire de Huitzilopochtli narrait une autre forme de la naissance du pouvoir solaire. Sa mère, Coatlicue, balayait sur le mont Coatepec lorsqu'une boule de plume tomba du ciel et resta gardée dans ses vêtements. Peu de temps après, elle tomba enceinte, ce qui provoqua la fureur de ses enfants, les 400 Suriens, guidés par leur sœur Coyolxauhqui.
Décidés à la tuer par déshonneur, ils montèrent armés sur le mont. Mais avant qu'ils n'arrivent, Coatlicue donna naissance à Huitzilopochtli, qui naquit adulte, avec peinture de guerre, bouclier et son arme de feu serpent. Dans le combat, le jeune dieu décapita Coyolxauhqui et jeta son corps par la montagne, dont les fragments restèrent éparpillés sur le versant. Chaque sacrifice en le Templo Mayor rappelait cette victoire, car la pyramide représentait le même mont sacré et la pierre de Coyolxauhqui, placée à ses pieds, évoquait sa chute. La religion aztèque ne formait pas un système uniforme, mais une combinaison de traditions anciennes et de croyances nouvelles. Certaines déités provenaient de Teotihuacan et Tula, comme Quetzalcoatl et Tlaloc, tandis que d'autres furent apportées par les Mexicas dans leur migration depuis Aztlán. Huitzilopochtli, leur dieu principal, passa d'être un protecteur tribal à devenir le symbole de l'État. Tlacaelel, conseiller des rois, promut son culte et le situa à côté de Tlaloc au sommet du Templo Mayor, représentant l'union entre la guerre et la fertilité. Ils adoptèrent aussi des dieux de peuples conquis, dont les statues se gardaient dans un temple spécial appelé Coacalco, comme preuve de domination spirituelle sur d'autres régions. Le terme Teotl définissait les dieux comme des forces sacrées, plus que comme des êtres humains avec une personnalité propre. Ce n'étaient pas des figures proches comme celles du panthéon grec, mais des énergies invisibles qui pouvaient se manifester sous différentes formes. Beaucoup partageaient des attributs, parures de tête, bijoux ou couleurs. C'est pourquoi une même déité pouvait se transformer en une autre selon le contexte. Quetzalcoatl, par exemple, se convertissait en Éécatl quand il assumait son aspect de dieu du vent. Ometeotl, le dieu dual, contenait en soi les versions masculines et féminines du principe créateur, Ometecuhtli et Ometzihuatl. Le nombre total de divinités était énorme. Les chroniqueurs mentionnèrent plus de 200 noms, beaucoup d'entre eux des variantes ou des manifestations d'un même pouvoir. Pour ordonner cet univers, les chercheurs modernes les regroupent en 3 grandes sphères, les dieux de la création et du ciel, ceux de la fertilité et de la pluie, et ceux de la guerre et de la mort. Parmi les premiers se trouvait Tezcatlipoca, miroir fumant, qui pouvait voir tout ce qui se passait dans le monde depuis son miroir d'obsidienne. Il était le patron des rois et le symbole du pouvoir. Le suivait Xiuhtecuhtli, seigneur du feu, représenté comme un vieil homme qui présidait le foyer et les cérémonies du feu nouveau. Sa présence garantissait la continuité de la vie. Le groupe des pluies et de la fertilité était dirigé par Tlaloc, seigneur des tempêtes et des montagnes, qui envoyait les pluies qui alimentaient le maïs. L'assistel et Tlaloc, petit dieu qui fabriquait l'eau dans des grottes et des volcans, appartenaient aussi à cet ensemble Santeotl, dieu du maïs, Xochipilli, seigneur des fleurs et des plaisirs, et Mayawel, déesse du maguey, à côté des 400 lapins, esprit du pulque. Les déesses de la terre, comme Tetehuinan, Xochiquetzal ou Tlazolteotl, représentaient la fertilité, le désir et la maternité. Certaines, comme Coatlicue et Cihuacoatl, étaient aussi liées à la mort, rappelant que la naissance et la disparition faisaient partie du même cycle. Le dernier ensemble incluait les déités de la guerre et du sacrifice. Tonatiuh, le soleil, recevait les âmes des guerriers et des captifs offerts en son honneur. Huitzilopochtli exigeait des sacrifices continus pour maintenir sa force et assurer le mouvement de l'astre. Mixcoatl, dieu chasseur d'origine chichimèque, partageait des attributs avec les étoiles et le feu. Dans le monde souterrain régnait Mictlantecuhtli, seigneur des morts, accompagné de son épouse Mictecacihuatl. À eux allèrent les âmes de ceux qui mouraient de causes naturelles. D'autres dieux occupaient des places spéciales. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, unissait les éléments du vent, de la sagesse et de la création. Il était le patron des prêtres et de la connaissance, et les grands prêtres portèrent son nom comme titre. Yacatecuhtli, de son côté, protégeait les commerçants qui parcouraient de longues routes chargeant les produits de l'Empire. La mort, loin d'être la fin, faisait partie de l'équilibre universel. Dans les temples et les vases abondaient les crânes et les os croisés, symboles qui pour les Mexicas ne représentaient pas la terreur, mais la fertilité et le renouvellement. Les mêmes os que Quetzalcoatl utilisa pour créer les hommes étaient la semence de la vie. Le destin des âmes dépendait de comment était morte chaque personne. Les guerriers et les sacrifiés accompagnaient le soleil dans son voyage quotidien.
Les femmes qui mouraient en couches se convertissaient en compagnes de l'astre durant le crépuscule. Les noyés et les foudroyés par la foudre allaient au paradis humide de Tlalocan. Les autres descendaient aux 9 niveaux du Mictlan, où ils entreprenaient un voyage obscur qui durait 4 ans avant d'atteindre le repos. Les enterrements reflétaient ces croyances. Les nobles étaient incinérés avec leurs bijoux, armes et offrandes, et en occasion des esclaves étaient sacrifiés pour les servir dans l'autre vie. Les paysans et artisans solaient être enterrés sous le sol de leur maison, assis ou en position fétale, accompagnés d'un vase et de quelques aliments. On croyait que les morts continuaient d'être partis du foyer, c'est pourquoi leur famille leur offrait de la nourriture et des fleurs à des dates signalées. La relation entre la vie et la mort était constante. À Calixtlahuaca et d'autres sites ont été trouvés des os taillés avec des encoches qui s'utilisaient dans des rituels, possiblement comme instruments musicaux ou des rappels de sacrifices. Les Aztèques voyaient dans ces restes un symbole de pouvoir et de continuité. Ainsi ils comprenaient le monde, un cycle perpétuel où les dieux, les hommes et les morts partageaient la même responsabilité. Maintenir l'équilibre du cosmos requérait du sang, des chants et du feu. La religion aztèque n'était pas seulement un ensemble de temples et de cérémonies, mais l'expression d'une idée centrale, que l'univers existait parce que tous, dieux et humains, étaient disposés à mourir pour que le soleil se lève de nouveau chaque jour. Le temps des dieux, rites, sang et feu dans l'air sacré. La religion aztèque s'exprimait dans un réseau de temples, de pyramides et d'autels qui dominaient le paysage de chaque cité. Ces édifices n'étaient pas de simples monuments, mais des espaces où les dieux et les hommes se rencontraient au moyen de rites qui marquaient le rythme de la vie quotidienne. Dans chaque cité importante, le centre cérémoniel s'élevait sur une grande plateforme de pierre entourée d'escaliers, de patios et de sanctuaires mineurs. Là se célébraient les cérémonies publiques, les sacrifices et les processions qui maintenaient l'équilibre de l'univers. Le temple était la représentation physique du cosmos, un point où le ciel, la terre et l'inframonde se connectaient. Les prêtres étaient les gardiens de ce lien. Dès très jeunes, ils entraient dans les écoles religieuses, où ils apprenaient les chants, les calendriers et les normes rituelles. Ils vivaient dans les temples, séparés de la vie commune, et suivaient une discipline stricte qui incluait des jeûnes, l'abstinence et des pénitences. Leur corps était reconnaissable, les cheveux longs emmêlés, le visage couvert de suie et les oreilles percées pour la saignée rituelle. Ils dormèrent peu, se baignaient plusieurs fois par jour et passaient une grande partie de leur temps à chanter, à brûler du copal ou à tailler des images sacrées. Chaque temple comptait plusieurs rangs de prêtres. Le plus élevé était le Quetzalcoatl Totlatoani, responsable du culte principal et conseiller du roi. Sous lui étaient les Tlenamacac, chargés du feu sacré, et les Chanticos, gardiens des offrandes. Tous avaient des fonctions précises dans le calendrier religieux. Les fouilles du Templo Mayor ont révélé des milliers d'offrandes, des couteaux d'obsidienne, des masques de jade, des figurines, des os humains et animaux, des bijoux, des restes d'oiseaux tropicaux et des coraux de l'océan. Ces objets provenaient de régions éloignées, ce qui démontre la portée de l'Empire. Chaque offrande était un microcosme destiné à renforcer la relation entre les dieux et la cité. Autour de la pyramide principale existaient d'autres temples mineurs dédiés à des déités secondaires, des écoles sacerdotales, des dépôts d'offrandes et des plateformes pour les processions. Les cérémonies publiques étaient les grands événements de l'année. Le calendrier rituel, divisé en 18 mois de 20 jours, assignait une fête à chaque déité principale. Durant ces périodes, les cités se transformaient en scènes de célébration collective. Les rues se remplissaient de fleurs, les musiciens jouaient des tambours et des coquillages, et les danses se prolongeaient toute la nuit. Les prêtres dirigeaient des processions avec des étendards et des brûleurs de copal, suivis par les guerriers avec leurs insignes et par les représentants de chaque quartier. La communauté entière participait en offrant des aliments, de l'encens ou de petites figures de papier. Les sacrifices se réalisaient au moment culminant du rituel, quand le chant atteignait son point le plus haut et que les tambours marquaient le rythme du chœur qui serait offert. Certains festivals célébraient le début des semailles ou la fin de la récolte, d'autres rappelaient des victoires militaires ou renouvelaient le feu sacré. Durant le mois dédié à Tlaloc, les prêtres montaient sur les montagnes proches avec des enfants choisis pour être sacrifiés, car on croyait que leurs larmes apporteraient la pluie. En revanche, la fête de Xipetotec incluait l'écorchement des victimes,
dont les bourreaux revêtaient leur peau durant les jours suivants comme symbole de renouvellement agricole. Le sang et le maïs, la mort et la renaissance étaient des aspects d'une même réalité. Les processions impériales montraient le pouvoir de l'État et son lien avec les dieux. À Tenochtitlan, le roi dirigeait les cérémonies principales accompagné de nobles, de prêtres et d'ambassadeurs de provinces alliées. Du palais royal jusqu'au Templo Mayor s'étendait un chemin couvert de fleurs. Les participants chantaient, dansaient et offraient de l'encens. Dans les temples se réalisaient des offrandes d'or, de jade et d'aliments. La présence du gouvernant renforçait l'idée que le pouvoir politique et le religieux étaient inséparables. À côté des grands rites existaient des pratiques plus intimes. Dans chaque maison, il y avait de petits autels où les familles honoraient les dieux du foyer et leurs ancêtres. Les cérémonies privées consistaient à brûler du copal, offrir des fleurs, du pain de maïs ou des gouttes de sang du lobe de l'oreille ou de la langue. Ces offrandes se réalisaient à l'aube ou au crépuscule, moment considéré sacré pour représenter la naissance et la mort du soleil. On faisait aussi des rituels pour demander des faveurs, santé, fertilité, bonne récolte ou succès à la guerre. Les guérisseurs et devins interprétaient les rêves, les mouvements du feu ou le vol des oiseaux pour connaître la volonté divine. Les temples mineurs, dédiés aux dieux locaux ou aux patrons des quartiers, maintenaient un culte constant. Les prêtres de ces communautés célébraient des fêtes en l'honneur de leur déité protectrice, organisaient de petites processions et enseignaient aux jeunes les chants rituels. Chaque quartier avait son propre calendrier, de sorte que dans la capitale, il y avait toujours quelques cérémonies en cours. Ainsi, la cité entière respirait au rythme de sa religion. Les sacrifices, bien que vus avec horreur par les chroniqueurs européens, faisaient partie du sens de réciprocité qui soutenait la cosmovision aztèque. L'écoulement de sang était un acte sacré qui assurait l'équilibre entre les mondes. Les guerriers capturés étaient honorés avant de mourir, car on croyait qu'ils accompagneraient le soleil dans son voyage quotidien. Les victimes étaient baignées, alimentées et traitées avec respect jusqu'au moment final. Leur mort n'était pas considérée comme un châtiment, mais comme une participation au renouvellement de l'univers. L'art et l'architecture des temples renforçaient ce symbolisme. Les sculptures de serpents, de jaguars et de crânes représentaient les forces du cosmos. Les murs se couvraient de peintures qui montraient des processions, des dieux et des scènes de sacrifice. Les couleurs prédominantes étaient le rouge, symbole du sang, et le bleu, emblème du ciel et de la pluie. Dans quelques temples, on plaçait des mosaïques de pierres vertes ou turquoises, associées à la vie et à l'éternité. Les statues des dieux recevaient des offrandes quotidiennes de fleurs, de nourriture et de copal. La vie religieuse aztèque ne distinguait pas entre le divin et le quotidien. Chaque action, manger, semer, se marier ou guerroyer, avait une composante sacrée. Les temples et leurs rituels étaient le centre de cet univers. Des tours jumelles du Templo Mayor jusqu'aux petits hôtels des foyers, tout l'empire fonctionnait comme un immense sanctuaire dédié à maintenir l'ordre du monde. Quand le soleil se levait sur le lac de Texcoco, les cloches de conques et les tambours marquaient le début d'un autre jour d'offrande. Les escaliers du temple se remplissaient de fumée et d'encens, les prêtres entonnaient les chants anciens et le peuple observait depuis les places. Dans cette scène quotidienne se répétait la promesse qui soutenait l'univers. Tant que les hommes continueraient de livrer leur sang et leur foi, les dieux continueraient de faire bouger le soleil sur la grande cité de les Mexica. Ainsi, entre chants, feux et sacrifices, les temples de pierre se convertirent en le cœur spirituel d'une civilisation qui voyait dans chaque aube la preuve que son monde était encore en équilibre. L'ère de la connaissance, astronomie, écriture et l'art du soleil. Le peuple mexicain développa une vision du monde où la science, la religion et l'art formaient une seule réalité. L'étude du temps, les mouvements célestes, l'écriture et les arts n'étaient pas compris comme étant séparés du divin. Chaque calcul et chaque symbole avait un sens sacré. Dans leur quête pour comprendre l'univers, les Aztèques atteignirent une précision étonnante en astronomie, médecine, technologie et création artistique, laissant un héritage intellectuel qui reflétait tant leur esprit pratique que leur dévotion aux dieux. L'élaboration d'un codex était un processus hautement spécialisé qui combinait technique et esthétique. Les tlacuilos travaillaient sur de la peau de cerf ou du papier damat préalablement préparé, lissé et recouvert d'une base qui permettait d'appliquer des couches de pigments de manière uniforme.
Ils utilisaient des pinceaux fins élaborés avec des fibres végétales ou des poils d'animaux pour tracer des lignes précises qui respectaient la tradition visuelle héritée de générations antérieures. Chaque composition suivait un ordre strict. Figures, glyphes et symboles s'organisaient conformément à des conventions établies pour maintenir la cohérence narrative et visuelle du manuscrit. L'usage de la couleur était essentiel. Les Tlaquilo préparaient des pigments minéraux et organiques avec une technique épurée. Le bleu provenait de mélanges minéraux, le rouge de la cochenille, le noir de la suie et le jaune d'extraits végétaux. Ces tons non seulement embellissaient à la surface, mais servaient de marqueurs conceptuels au sein du système graphique mexica. La précision dans leur application garantissait que le codex soit lisible, stable et visuellement harmonieux. De par la complexité de leur travail, les Tlaquilo étaient considérés comme des spécialistes de haut niveau. Leur tâche consistait à préserver fidèlement la structure visuelle de la connaissance, assurant que la transmission des histoires, des calendriers et des concepts religieux maintiennent son intégrité formelle. La combinaison de disciplines techniques, de sensibilité artistique et de responsabilité sacrée faisait de leur métier l'une des expressions les plus raffinées de la pensée mexica. Le calendrier fut l'une des réussites les plus précises de leur science. Les Aztèques géraient deux systèmes de calcul du temps. Le premier était le Xiuhpohualli, ou calendrier solaire, de 365 jours divisés en 18 mois de 20 jours, plus 5 jours finaux considérés de mauvaise chance. Celui-ci mesurait le cycle agricole et régulait les récoltes et les festivités annuelles. Le deuxième était le Tonalpohualli, calendrier rituel de 260 jours, formé par 20 signes et 13 nombres qui se combinaient pour créer une séquence unique. Ce cycle marquait les destinées individuelles et les jours favorables pour les cérémonies, les naissances ou les guerres. Chaque 52 ans, les deux calendriers coïncidaient, et cette période était connue comme un siècle aztèque. À sa conclusion, le peuple réalisait la cérémonie du feu nouveau, éteignant toutes les flammes de l'Empire et en allumant une nouvelle au sommet du mont de l'Étoile. Par cet acte, ils assuraient que le soleil renaîtrait et que le monde continuerait son cours. L'exactitude de leurs calculs étonna les chroniqueurs européens, qui trouvèrent des coïncidences entre le calendrier mexica et le solaire utilisé dans le Vieux Monde. La connaissance astronomique des Aztèques était intimement liée à l'observation du ciel. Les prêtres astronomes surveillaient le mouvement du soleil, de la lune, de Vénus et des étoiles, depuis des plateformes construites dans les temples. Ces registres permettaient de prévoir les éclipses, d'établir les dates de semailles et de synchroniser les festivités religieuses. Vénus, en particulier, avait une grande importance. Son apparition et sa disparition à l'horizon marquaient les cycles de guerre et de sacrifice. Le dieu Quetzalcoatl était identifié à cette planète, et son éclat à l'aube ou au crépuscule était interprété comme un signal divin. Les temples principaux étaient alignés avec les points cardinaux et avec les moments de l'année où le soleil atteignait son point maximum. Depuis le sommet du Templo Mayor, les prêtres pouvaient observer l'aube sur les monts et déterminer les solstices et les équinoxes. Cette précision servait non seulement à des fins agricoles, mais aussi à légitimer le pouvoir religieux, car le contrôle du temps était vu comme une preuve d'autorité spirituelle. Dans le domaine technique, les Aztèques atteignirent un développement notable sans l'utilisation d'animaux de charge ni d'outils métalliques avancés. Ils construisirent des canaux, des chaussées, des aqueducs et des systèmes hydrauliques qui permettaient le transport et l'irrigation. Les chinampas, îles artificielles créées sur les lacs, étaient un exemple d'ingénierie agricole unique au monde. Avec des pieux, de la boue et des branches, ils formaient des parcelles fertiles capables de produire plusieurs récoltes par an. Les aqueducs de Chapultepec et Coyoacán amenaient l'eau potable à la capitale, tandis que les digues contrôlaient les inondations du lac. Les outils étaient de pierre, d'os et de bois durci avec de l'obsidienne. Malgré cette limitation, les artisans réussirent à tailler des sculptures, à construire des temples monumentaux et à élaborer des objets d'une qualité exceptionnelle. Dans les mines de Puebla et de Guerrero, ils extrayaient la turquoise, le jade et l'obsidienne pour fabriquer des ornements et des armes. La céramique, de forme précise et de décoration polychrome, servait tant à l'usage domestique qu'au rite religieux. La médecine était un autre champ de connaissances avancées. Les médecins, appelés Tzitzil, combinaient l'observation empirique avec des principes religieux.
Ils diagnostiquaient des maladies au moyen des symptômes, du pouls ou des rêves, et appliquaient des traitements à base de plantes, de minéraux et de rituels. Parmi leurs remèdes étaient utilisées des herbes comme le Quapatli pour les fièvres, l'Istakpatli pour les blessures et le Yautli pour calmer les douleurs. Ils savaient appliquer des cataplasmes, suturer des blessures et placer des fractures. Ils pratiquaient aussi des saignées et des bains de vapeur dans les temazcals qui servaient à purifier le corps et l'esprit. Dans les codex sont mentionnées plus d'une centaine de plantes médicinales dont beaucoup sont encore utilisées dans l'herboristerie moderne. L'art aztèque reflétait le même équilibre entre le matériel et le divin. Les sculptures de pierre représentaient des dieux, des animaux et des guerriers avec un réalisme impressionnant. Les artistes connaissaient des proportions et des techniques qui donnaient du mouvement et de l'expression aux figures. Les masques de turquoise et d'obsidienne combinaient des matériaux précieux pour symboliser le pouvoir et l'éternité. Dans les palais et les temples, les murs étaient peints avec des scènes de bataille, d'offrandes et de cérémonies. La couleur rouge était associée au soleil et au sang, le bleu au ciel et à l'eau, et le vert à la vie et au maïs. Chaque tonalité avait une valeur rituelle. Les ateliers d'orfèvrerie produisirent des objets fins d'or et d'argent, bien que peu aient survécu après la conquête. Les chroniqueurs décrivent des colliers, des disques et des diadèmes décorés de plumes et de pierres précieuses. Le travail de la plume atteignit un niveau exceptionnel. Les Amantecas, artisans spécialisés, élaboraient des panaches, des manteaux et des boucliers avec des plumes de quetzal, de perroquet ou de héron, qui étaient cousues avec du fil d'agave sur de la toile ou du papier. Ces pièces étaient des offrandes aux dieux et des symboles du pouvoir royal. La littérature et la poésie occupèrent une place centrale dans la culture mexica. Les poètes, appelés cuicapic, composaient des chants dédiés aux dieux, à la guerre ou à la fugacité de la vie. Leurs œuvres se transmettaient oralement et se récitaient avec l'accompagnement de tambours et de flûtes. Les textes connus comme chants mexicains recueillent quelques-uns de ces poèmes, où se perçoit une profonde réflexion sur le destin humain. La vie comme un rêve, la mort comme un transit vers la fleur éternelle. Les gouvernants et les prêtres écrivaient aussi des discours philosophiques appelés Huehuetlahtoli, dans lesquels étaient enseignées les vertus, la prudence et le respect des dieux. L'art musical accompagnait toutes les activités importantes. Dans les temples, les musiciens marquaient le rythme des sacrifices et des processions. Dans les palais, les chœurs entonnaient des hymnes durant les cérémonies de l'État. Les instruments étaient variés, des tambours de bois creux appelés huehuetl, des coquillages marins, des flûtes de terre cuite, des hochets, des sifflets et des trompettes. Les orchestres pouvaient inclure des dizaines de musiciens, et chaque pièce avait un but rituel. Les chants à l'aube saluaient le soleil, et ceux du crépuscule disaient adieu à sa lumière. Dans les fêtes agricoles, les danseurs tournaient en cercle au rythme des tambours, représentant le mouvement du cosmos. La danse, considérée comme un langage sacré, faisait partie essentielle de la vie cérémonielle. Les pas et les gestes avaient des significations précises, et les participants portaient des costumes qui représentaient des animaux ou des dieux. Dans le Templo Mayor, les danses s'exécutaient en formation, avec des centaines de personnes se déplaçant à l'unisson. Les chroniqueurs décrivent la perfection des mouvements, la discipline et l'impact visuel des costumes couverts de plumes et d'or. Chaque festivité avait sa propre chorégraphie. Certaines évoquaient des batailles, d'autres narraient des mythes ou rendaient grâce pour les récoltes. Le pensée mexica intégra toutes ces expressions, la science, l'écriture, l'astronomie, la médecine et l'art, dans une seule conception du monde. Pour eux, la connaissance était une forme de service aux dieux. Observer les étoiles, peindre des codex, tailler un masque ou chanter un poème étaient des actes de dévotion. Dans cette union de la raison et de la foi, les Aztèques laissèrent un héritage qui, malgré la destruction postérieure, continue de révéler la profondeur et l'ingéniosité d'une civilisation qui comprit l'univers comme un grand codex où tout, le soleil, l'homme et la pierre, faisaient partie d'un même langage éternel. La chute de l'Empire et la naissance du Mexique. Dans les années qui suivirent 1500, la civilisation mexica atteignit son point le plus haut. Les cités prospéraient, les temples brillaient sur les lacs et le réseau de chemins unissait des provinces distantes sous un même pouvoir. Mais cette plénitude serait brève. En 1519, un petit groupe d'Européens changea pour toujours le destin de la Mésoamérique.
Parmi eux arriva Hernán Cortés, accompagné d'armes inconnues, de chevaux et d'une ambition qui ne connaissait pas de limites. L'Empire aztèque vivait sa dernière grande étape, le période connue comme Aztèque tardif B, initié en 1428 avec la formation de la Triple Alliance. Durant presque un siècle, cette union avait apporté stabilité et croissance. Les marchés s'étendirent, le commerce fleurit et le travail artisanal atteignit des niveaux jamais vus. La population augmenta rapidement et de nouveaux champs s'ouvrirent à la culture pour alimenter des millions de personnes. La religion maintenait la cohésion du système et sous son égide survinrent des avancées en médecine, astronomie, poésie et architecture. Cependant, l'éclat cachait des fissures profondes. L'inégalité s'accentuait, les paysans supportaient des tributs chaque fois plus lourds et les famines commençaient à frapper fréquemment. Malgré tout, les Mexicains maintenaient leur foi dans l'équilibre de l'univers, sans savoir que bientôt cet ordre s'écroulerait. Quand les Espagnols débarquèrent sur les côtes du Golfe, les rumeurs se répandirent jusqu'à Tenochtitlan. Moctezuma entendit des nouvelles d'hommes barbus qui arrivaient de l'Orient, vêtus de fer et montés sur des bêtes inconnues. Depuis Cuba, Cortés avait levé l'ancre avec 11 navires et 500 soldats, désobéissant à l'ordre de son gouverneur. À ses côtés voyageaient des interprètes essentiels, Geronimo de Aguilar, qui maîtrisait le maya, et Malintzin, une jeune noble vendue comme esclave qui parlait nahuatl et maya. Avec eux, le capitaine pouvait communiquer avec tous les peuples du chemin. À Potonchan, les Espagnols vainquirent une armée locale et reçurent Malintzin comme partie d'un tribut. Peu après, ils arrivèrent en terre Totonacas, où ils furent reçus avec prudence et avec des cadeaux envoyés par Moctezuma lui-même. Parmi les présents, il y avait de l'or, des plumes de quetzal et des tissus fins. Les Espagnols les prirent avec avidité, révélant leur véritable motivation. Les messagers retournèrent alarmés à la capitale, tandis que Cortés assurait des alliances avec les peuples qui ressentaient la domination mexicaine. Le Totonacapan se convertit en son premier allié. Cortés captura les percepteurs de tribus de Moctezuma et les exhiba comme symbole de rébellion. Peu après, il marcha vers Tlaxcala, la seule seigneurie indépendante de la région. Après de dures batailles, les Tlaxcaltèques s'unirent à sa cause. Avec eux, les Espagnols comptaient déjà des milliers de guerriers indigènes, une force décisive pour avancer vers le cœur de l'Empire. Moctezuma tenta de les arrêter au moyen d'offrandes et de messages, mais chaque cadeau d'or n'attisait que le désir de conquête. À Cholula, une cité sacrée, Cortés soupçonna une embuscade et ordonna un massacre qui laissa des milliers de morts. De là, l'armée mixte marcha vers la vallée de Mexico. En arrivant, les étrangers furent étonnés par la vision de Tenochtitlan, une métropole érigée sur l'eau, avec des chaussées, des temples et des marchés qui rivalisaient avec les grandes villes du monde. Le 8 de novembre de 1519, les deux mondes se rencontrèrent. Moctezuma descendit de sa litière pour saluer Cortés. Tous deux échangèrent des colliers et des paroles cérémonieuses. L'empereur hébergea les visiteurs dans le palais d'Axayacatl, mais il fut bientôt fait prisonnier. Même captif, il continua de gouverner sous la surveillance espagnole. L'équilibre dura peu. Quand Cortés sortit vers la côte pour affronter une autre expédition envoyée contre lui, il laissa Pedro de Alvarado aux commandes. Celui-ci, craignant une rébellion, attaqua un rituel religieux et provoqua un carnage. Le peuple répondit avec fureur. En revenant, Cortés trouva la cité en guerre. Moctezuma mourut au milieu du chaos, peut-être par des mains espagnoles, peut-être par une pierre lancée par son propre peuple. Dans la nuit du 32 juin de 1520, les conquistadors tentèrent de fuir chargés d'or. Beaucoup périrent dans les canaux et ponts de la capitale. Cette journée resta gravée comme la nuit triste. Les survivants atteignirent Tlaxcala, où ils réorganisèrent leurs forces. La chance de l'Empire était déjà décidée. Une nouvelle épidémie, apportée par un soldat malade, commença à se propager. La variole. En quelques mois, elle tua des dizaines de milliers de personnes, incluant le nouvel empereur Cuitlahuac. Quand Cortés revint en 1521, il amenait des renforts espagnols et près de 70 000 alliés indigènes. Le siège final dura 3 mois. Les canaux furent bloqués, les aqueducs détruits, et la faim se répandit dans toute la cité. Les Mexicains résistèrent jusqu'au 13 août, jour où Cuauhtémoc fut capturé. Avec lui tomba Tenochtitlan, et avec elle se termina une ère de Mésoamérique. La conquête ne fut pas l'œuvre de quelques hommes européens, mais le résultat d'une combinaison létale.
des alliances locales, une supériorité militaire et des maladies inconnues. En à peine 2 ans, l'empire le plus puissant du continent s'effondra. Les survivants furent soumis à un nouvel ordre, dominé par la croix et l'or. Après la victoire, commença une transformation profonde. Les peuples nahuas, héritiers des Aztèques, passèrent à vivre sous le système colonial espagnol. Fut fondée la ville de Mexico sur les ruines du Templo Mayor et la couronne distribua des terres et des communautés parmi les conquistadors sous le régime d'encomienda. Les indigènes devaient livrer travail et produits en échange de protection et d'évangélisation. En pratique, cela fut une forme d'esclavage. Tout au long du siècle XVI, des épidémies de rougeole, de typhus et d'autres maladies continuèrent de décimer la population. En moins de 60 ans, le nombre d'habitants de la vallée se réduisit de presque 90%. Les villages se dépeuplèrent et les survivants furent regroupés en nouveaux villages appelés congregazione, où s'élevaient des églises sur les anciennes pyramides. Les frères franciscains, dominicains et augustins apprirent le nahuatl pour prêcher et baptiser des milliers de personnes. Beaucoup d'entre eux étudièrent la religion ancienne pour mieux comprendre les nouveaux convertis. La conversion, cependant, ne fut pas totale. Les anciens symboles se mélangèrent avec les nouveaux. Les pierres sacrées furent encastrées dans les murs des couvents, et les fêtes chrétiennes adoptèrent des danses et des chants préhispaniques. Pour les Nahuas, la religion restait une question collective, non individuelle. Ainsi naquit une foi hybride qui définit encore aujourd'hui le catholicisme populaire mexicain. Pendant ce temps, les peuples continuèrent de cultiver leurs terres et de fabriquer de la céramique et des textiles comme avant. Les paysans percevaient à peine la différence entre servir un empereur mexicain ou un roi espagnol. Dans les zones rurales, la vie quotidienne changea lentement. Les maisons, les outils et les ustensiles étaient les mêmes, et les marchés continuèrent de fonctionner comme aux temps anciens. Dans les villes, en revanche, les produits européens se diffusèrent plus rapidement. La céramique vernissée, le fer et les chevaux transformèrent la vie urbaine. Avec le passage des siècles, les langues indigènes cédèrent de l'espace à l'espagnol, bien que le nahuatl survécut dans des régions isolées. Surgit une société métisse, mélange de sang et de coutumes. L'héritage aztèque ne disparut pas. Il resta vivant dans la nourriture, dans les rituels, dans les mots et dans l'identité du nouveau pays qui plus tard serait le Mexique. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes parlent encore le nahuatl et maintiennent des traditions qui se remontent à l'ancienne Tenochtitlan. Dans les villages du centre du Mexique se construisent des maisons d'adobe sur des fondations de pierre, comme celles de leurs ancêtres. On prépare des tortillas et du mole avec les mêmes ingrédients du passé, et on tisse sur des métiers à tisser de ceinture comme il y a 500 ans. L'héritage européen s'entremêla avec l'indigène. Le porc, le riz et le blé cohabitèrent avec le maïs, le piment et le haricot. Dans la capitale moderne, l'ancienne enceinte de Tlatelolco se transforma en la place des 3 cultures. Là, les ruines aztèques, l'église coloniale et les édifices modernes s'élèvent côte à côte, rappelant la fusion de 3 époques. Dans ce même lieu, une plaque commémore la chute de l'Empire avec ces mots. Ce ne fut ni triomphe ni défaite, mais la douleur de la naissance du peuple métis qu'est le Mexique aujourd'hui. Le symbole de l'aigle sur le nopal, dévorant un serpent, continue de présider la bannière nationale. C'est l'image qui, selon la légende, guida les Mexicains dans la fondation de leur cité. 5 siècles après, elle représente l'union entre le passé indigène et le présent moderne. Les archéologues continuent d'excaver le Templo Mayor, découvrant des offrandes, des sculptures et des traces d'une civilisation qui, bien que détruite, ne disparut jamais totalement. Les mots du chroniqueur indigène Fernando de Alvarado Tezozomoc, écrits vers 1600, semblent s'accomplir. Jamais il ne se perdra, jamais il ne s'oubliera. Nous, ses enfants, le raconterons à ceux qui ne sont pas encore nés. L'histoire des Aztèques reste vivante, non seulement dans les pierres, mais dans la langue, dans les marchés et dans l'identité de tout un peuple. Dans chaque tortilla, dans chaque mot nahuatl, dans chaque célébration, respire le souvenir d'un empire qui est tombé, mais dont le soleil n'a jamais cessé d'éclairer.